bonsoir et merci de nous rejoindre chez vous. L'émission qui cette semaine est consacrée à Concarneau et à son agglomération. Alors aujourd'hui, nous allons parler jeunesse puisque c'est mercredi. Nous avons rendez-vous au musée de Pont-Aven où des élèves primaires sont venus découvrir un peintre, Mathurin-Méheut. Première sortie scolaire au musée pour ces élèves de CE1 de Rospordin. Dans quelques instants, ils plongeront dans l'œuvre foisonnante du peintre naturaliste Mathurin-Méheut, observateur fidèle de notre littoral. Vous allez me dire ce qu'il a représenté, Mathurin-Méheut. Qu'est-ce que c'est que ça? Un homard. C'est pas un homard. Je sais ce que... Une araignée de mer. Non plus. Quoi? Oh là, tu l'as. Une langouste. Une langouste. Artiste majeur du XXe siècle, Méheut s'est attaché à croquer avec réalisme la société bretonne au travail, que ce soit du côté des paysans ou des marins. Arpentant la région et notamment le Finistère, le peintre s'est arrêté dans les fêtes et les pardons. Il nous livre une Bretagne éclatante aux couleurs et aux costumes chatoyants. Ce sont les costumes avec les couleurs, les broderies et sur la tête, les... Ça s'appelle une coiffe. Toutes les femmes portent des coiffes. L'idée, c'est bien de leur apprendre à décrire ce qu'ils voient et puis donner quelques éléments techniques, mais pas trop parce qu'ils sont encore assez jeunes, mais juste de dire qu'ils fabriquent sa peinture, que ça fait une peinture mate, donc qui est différente de la peinture à l'huile qui brille. Bon, ça, c'est déjà des petits éléments qu'on peut leur donner. Et après, l'idée, c'est pas de les noyer sous une grosse masse d'informations où ils retiendront pas grand-chose au final. Et puis surtout, c'est leur donner du plaisir à venir au musée. Apprendre aux enfants à observer ce qui les entoure. Du haut de leurs 7 ans, les artistes en herbe ne semblent pas du tout intimidés, ni par les tableaux, ni par les lieux. Un musée, ça sert à apprendre des trucs, regarder plein de choses qui étaient avant. C'est-à-dire Les bateaux, les sirènes, les marins, les poissons. De la théorie à la pratique, à l'applaudimètre, c'est la sirène qui aurait raflé la mise. Encore de l'eau. Et tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Après cette immersion dans la peinture de Mathurin-Méheut, je vous propose de plonger avec des sirènes. Pas celle-ci, mais avec les jeunes du Centre nautique concarnois qui toutes les semaines pratiquent la natation artistique, une discipline exigeante et complexe. Gaëlle Listin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du CNC, le club nautique concarnois, et vous faites partie des clubs qui proposaient un grand nombre de disciplines. Dites-nous lesquelles et combien d'adhérents vous avez? Alors c'est vrai qu'on a la possibilité d'avoir de nombreux créneaux, ce qui nous permet de proposer plusieurs disciplines. Et en Bretagne, on est quasiment un des seuls clubs à proposer de la natation artistique, vous voyez là, du water polo, de la natation en eau libre, c'est-à-dire en extérieur, mais aussi de l'aquagym et de la marche aquatique. Et vous avez un grand nombre d'adhérents, 300 à peu près, c'est ça? On est entre 270 et 300 par an, oui, en Avec effet. une nouveauté, une section sportive cette année, c'est Cette ça? année, C'est quoi? voilà, une nouvelle section, c'est-à-dire en accord avec le collège du Port-Zou. On accueille désormais une vingtaine de jeunes qui sont en sixième, jusqu'à la 3e. Et ils peuvent pratiquer aussi bien la natation artistique ou le water polo à leur convenance. Alors natation artistique et non plus synchronisée, c'est ça? C'est quoi la différence? Tout à fait. Alors, c'est vrai que le terme a évolué. Je ne sais pas vraiment pourquoi le terme a évolué. Synchronisé, peut-être que ce n'était pas toujours le cas, je ne sais pas. Natation artistique, il faut quand même savoir que les nageuses artistiques, ce ne sont pas des petites jeunes qui font des exercices dans l'eau. Ça demande de très grandes compétences, des compétences de nageuses, ce sont généralement de très bonnes nageuses, des compétences d'apnéistes. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est souplesse, tout ce qui est artistique. Donc ce sont des nageuses accomplies, ce sont véritablement des très grandes sportives. Eh bien écoutez, je vous propose d'enfiler le maillot, de sauter dans le bain et de les rejoindre pour en savoir un petit peu plus. En effet. Souvent, moi, quand je dis quel sport je fais, je dis que je fais de la natation synchronisée ou de la natation artistique. Et on me dit que c'est pas un sport. Et du coup, je leur dis de venir essayer. Parce que, en fait, quand on le voit, on a l'impression que c'est pas très dur, mais dans l'eau, c'est beaucoup plus dur.
qu'il faut avoir de l'apnée aussi. Il faut savoir tout faire en fait, il faut savoir bien nager, il faut avoir beaucoup de muscles. On a tout ça grâce aux années, grâce aux entraînements, les années, etc. Enfin, plus tu en fais, forcément plus tu progresses, plus tu deviens plus souple. Enfin, au début, on n'était pas souple du tout. Enfin, non, on pas du tout. En place, sous l'eau. La natation artistique, quand on tombe dedans, on a du mal à en ressortir après. C'est ça surtout, c'est que c'est très passionnant. Je pense que c'est le fait que ce soit varié, je pense que c'est le fait que ce soit c'est artistique, c'est très créatif, un peu comme de la danse. C'est aussi un sport d'équipe, donc on est entre copines, donc forcément, quand toutes les copines sont là, il n'y en a jamais une qui arrête puisque toutes les autres sont là. Le fait de ne pas pouvoir respirer comme un sport en plein air, par exemple, je trouve que c'est difficile parce que on peut pas respirer quand on en a envie, quoi. Donc faut savoir gérer ça. Mais bon, on a des entraînements pour, donc. Qu'est-ce que ça vous apporte dans la vie? Moi personnellement, ça m'évacue. Enfin, de toute la semaine. Enfin, je veux dire, ça me fait un vide. Enfin, du coup, je suis dans un autre monde et du coup, ça m'évacue tous mes problèmes, tout mon stress. Enfin, du coup, je les laisse et puis je m'amuse. C'est ça. Gaëlle, on sait l'importance du sport, notamment chez les jeunes. En même temps, est-ce que c'est difficile de convaincre les adolescents de venir faire des longueurs à la piscine? C'est toujours difficile de convaincre les adolescents. Les adolescents, ils ont quand même envie de passer du temps chez eux, si c'est possible en face du téléphone portable, en face de l'ordi. On ne peut pas aller contre ça, on comprend et c'est normal. Ce sont des adolescents. Mais il est important de faire une activité physique et sportive. Il est important que les adolescents aillent se mettre au sport, à l'eau. C'est tout bénef pour eux. Ils rencontrent des nouvelles personnes, ils découvrent de nouvelles pratiques. Ils rencontrent des gens très intéressants qui ne sont pas seulement derrière leur téléphone portable. Et faire un sport, c'est primordial. C'est primordial pour maintenant et c'est primordial quand ils vont vieillir, parce qu'ils vont vieillir avec le corps qui se seront faits, adolescents et enfants. Donc c'est important. Et surtout, vous disiez, le plus âgé de vos adhérents, 89 ans 89 ans, la plus jeune 6 ans, le plus âgé 89 ans, et il fait toujours de la marche aquatique, il fait toujours de l'aquagym. Ça conserve. Ça conserve, c'est important. Alors il y a aussi des aspects très sportifs dans les disciplines que vous proposez, comme le water polo, champion de Bretagne. Champion de Bretagne, notre équipe l'année dernière, tout à fait, avec une équipe très hétéroclite, puisqu'on avait des gens plus âgés de presque une quarantaine d'années, et puis des jeunes d'environ 15 ans. Et tout ce petit monde a réussi à faire une équipe bien soudée, qui a réussi à force de travail et de cohésion, à remporter le championnat régional. Vous êtes fiers de ça? Ah oui, très. Oui, c'est pas évident, c'est un sport très difficile aussi le water polo, et tout le monde a bien réussi à trouver sa place, aussi bien les adolescents que les jeunes adultes et que les adultes un peu plus âgés. Bon. Merci beaucoup Gaëlle. Merci. Comment sensibiliser les plus jeunes à la biodiversité et à la préservation des océans? C'est à cette question que tente de répondre Captain Darwin, parti il y a 1 an en expédition sur les traces du célèbre scientifique anglais. L'association, qui est engagée dans un programme pédagogique, essaye de partager ses observations et organise des sorties nature, comme ici, au Cabellou. Donc moi je m'appelle Victor, je suis le fondateur du coup de l'association Captain Darwin. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette association? Eh bien on va explorer la biodiversité du monde entier avec un voilier. Je fais un tour du monde sur les traces d'un très célèbre naturaliste qui s'appelle Charles Darwin. Mettez-vous derrière moi. Si le nom de l'auteur de la théorie de l'évolution n'évoque pas encore grand-chose à ses élèves de 6e, le récit de son expédition, tracé sur le sable, suscite leur curiosité. 5 ans de navigation vers 1830, d'un continent à un autre. La Terre, elle est de quelle forme? Elle est ronde, évidemment. Donc en fait, là, c'est un planisphère. On a une carte en 2 dimensions. Mais finalement, quand on navigue par là, par la magie de la géométrie, en fait, on se retrouve de l'autre côté. Pour Victor, qui a entrepris avec des scientifiques de faire un état des lieux de la biodiversité dans le sillage de Darwin, ce cours d'histoire géo à ciel ouvert reconnecte les enfants à la nature.
C'est ça qui construit, en tout cas nous c'est ce qu'on pense chez Captain Darwin, une relation durable de bienveillance à l'égard des écosystèmes naturels et c'est ça qui fera que, on l'espère, d'année en année, les enfants devenant adultes vont prendre soin de cette biodiversité du territoire et vont devenir des citoyens engagés en fait, dans les questions environnementales. Quand vous sentez que la corde part, on avance tranquillement. Allez, c'est parti. Encordés les uns aux autres, les yeux bandés, les enfants redécouvrent leur environnement, guidés par Nathalie. Alors, attention, 20 secondes de silence. Alors là, vous allez vous mettre accroupi et vous allez sentir le sol. Quand on a les yeux fermés, du coup, on ouvre un peu plus les oreilles, on développe l'odorat pour compenser le fait d'avoir les yeux fermés. Et c'est nos sens, le toucher, qui prennent le dessus. Et puis quand on ouvre les yeux, du coup, on se rend compte de beaucoup plus de choses. On sentait si c'était mouillé, si c'était un peu granuleux, la forme et l'humidité qui était dans ce sable ou dans ces plantes. Lorsqu'il fait très chaud, elle est sous cette forme-là. Et lorsqu'il fait très froid, à ce moment-là, elle va s'ouvrir et elle va faire ce que vous connaissez sous le nom de photosynthèse. Après le sable, les plantes deviennent support pédagogique. Exemple avec l'Oya, du haut des plages. Une herbe dont il faut prendre soin car elle préserve la dune qui à son tour protège des tempêtes. À travers cet exemple, les enfants appréhendent les enjeux actuels. Avec le réchauffement climatique, on se pose de plus en plus de questions. Donc, c'est tout plein de choses qui font que faut qu'on s'y intéresse. Parce que si on fait rien, ça peut encore s'empirer. Et du coup, vaut mieux agir au lieu de laisser comme ça, parce qu'à un moment, ça va devenir grave. Parce que déjà, l'eau, elle a beaucoup monté, parce que ça fond, parce qu'il fait plus chaud. Certains que le changement est encore possible, les élèves, grâce à Internet, suivront Victor en Patagonie cet hiver. Avec des scientifiques, l'explorateur écrira le 2e chapitre de son expédition sur les traces de Darwin. C'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain 18h40. Nous irons à la rencontre de plusieurs associations dans différents quartiers de Concarneau qui tissent du lien entre les habitants. Excellente soirée sur France 3.